Lors d'un dîner de famille, mes parents ont lâché « Nous ne sommes plus ta banque ». Puis le gestionnaire du fonds a envoyé un message « Approuver leur allocation mensuelle de 20 000 $. J'ai répondu « Refusé ». Leurs rires se sont arrêtés net. Nous ne sommes plus ta banque. La voix de mon père a traversé la salle à manger du Summit Club, tranchante et théâtrale. Il a frappé la table de sa main, faisant sursauter les verres en cristal. Honnêtement, Chloé, a soupiré ma mère en faisant tourner son vin avec un air de déception lasse. Il est temps que tu apprennes ce qu'est la vraie responsabilité. Nous avons fini de financer ta médiocrité. Ils ont échangé un regard, un sourire narquois commun de supériorité absolue, et ont laissé échapper un gloussement bas et cruel. Ils appréciaient ce moment. Mon téléphone a vibré sur la nappe. J'ai baissé les yeux. C'était un message d'Arthur, le gestionnaire de ma fondation familiale privée. Le message disait « Demande reçue de la part de Steven et Deborah Mitchell. Ils sollicitent une allocation mensuelle de 20 000 $, en attente de votre approbation. » J'ai fixé l'écran. Ils me coupaient les vivres publiquement tout en suppliant secrètement mon fonds anonyme pour de l'argent. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas hésité. J'ai tapé un seul mot, refusé. J'ai verrouillé le téléphone et je les ai regardés droit dans les yeux. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Leurs rires se sont arrêtés net. Avant de vous raconter comment j'ai légalement racheté la dette de mes parents sans qu'ils le sachent, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Appuyez sur le bouton d'abonnement, car ceci est l'histoire de la façon dont le mouton noir est devenu le propriétaire. Ma mère a plongé la main dans son sac de créateur, non pas pour en sortir un portefeuille, mais pour en extraire un document agrafé impeccable. Elle l'a fait glisser sur la nappe blanche avec la précision d'une avocate signifiant une citation à comparaître. Nous avons fait rédiger ceci par mon cabinet, a-t-elle dit, sa voix suintant une fausse inquiétude. C'est un contrat de remboursement. Sur la base de votre salaire, en tant qu'analyste débutante, nous avons calculé un échéancier de paiement qui ne devrait pas vous ruiner, à condition que vous arrêtiez de prendre des vacances et de manger au restaurant. J'ai baissé les yeux sur le papier. C'était absurde. Ils exigeaient 24 000 $ plus 4% d'intérêt pour ce qu'ils avaient appelé une aide familiale au cours de la dernière décennie. Ils avaient tout détaillé, le tutorat quand j'avais 12 ans, la caution de mon premier appartement, même la réparation d'urgence de la voiture il y a 3 ans. Mon père a pris une gorgée de son cabernet à 300 $. Nous faisons cela pour ton bien, Chloé. Tu dois apprendre la valeur d'1 $. Tu ne peux pas te contenter de vivre avec 86 000 par an et t'attendre à ce que nous te rattrapions quand tu tombes. 86 000. C'était le salaire que je leur avais dit que je gagnais. C'était le salaire d'une analyste débutante dans une entreprise de taille moyenne. C'était un mensonge que j'avais maintenu pendant 5 ans. Je les ai observés, je les ai vraiment analysés pour la première fois depuis longtemps. J'ai noté les montres Tapa accent grave-l'œil, les logos de marque placardés sur leurs vêtements, le besoin désespéré d'être vu par les serveurs et les autres clients. Il y a un concept psychologique que j'ai étudié lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent réel, le paradoxe de la richesse discrète. Mes parents appartiennent à l'école de pensée qui dit que la richesse doit crier pour être réelle. Si vous en avez, vous la montrez. Vous achetez la voiture la plus bruyante, la plus grande maison et le vin le plus cher parce que vous avez besoin que le monde valide votre existence. Mais j'avais appris la vérité opposée dans le murmure silencieux des salles de serveurs et des parquets de bourse. Le vrai pouvoir murmure. Le vrai pouvoir est ennuyeux. Si vous avez l'air d'une menace, les gens construisent des défenses contre vous. Mais si vous avez l'air d'un caillou, ils vous donnent un coup de pied et oublient que vous existez. Et c'est exactement à ce moment-là que vous pouvez les posséder. Je ne me suis pas fâché à cause du contrat. Je ne l'ai pas déchiré ni ne leur ai jeté du vin au visage. Cela leur aurait donné la réaction émotionnelle qu'ils attendaient avec impatience. Ils voulaient une crise de colère. Ils voulaient me voir craquer pour pouvoir se sentir fort. Au lieu de cela, j'ai fait signe au serveur. Il s'est approché nerveusement, sentant la tension. Mon père a tendu la main vers le porte-addition en cuir, prêt à accomplir son rituel habituel de gémir sur le prix avant de payer pour établir sa domination. J'ai intercepté le porte-addition avant que sa main ne puisse le toucher. Je m'en occupe, ai-je dit doucement. Ne sois pas ridicule, Chloé, a sèchement répliqué mon père. Tu ne peux pas te permettre un dîner au Summit. Pose ça. Je l'ai ignoré.
J'ai sorti une carte en métal noir de ma manche. Pas la carte de débit associée à mon compte courant d'analyste débutante, mais une carte en titane liée à ma société de holding privée. Je l'ai glissée dans le porte-addition et l'ai rendue au serveur. Ajoutez 20% USD. Mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait. Le scénario avait été brisé. La fille fauchée et en difficulté ne paie pas pour le dîner à 500 $. Qu'est-ce que tu fais? A sifflé ma mère, ses yeux balayant la salle pour voir si quelqu'un observait cette perturbation de la hiérarchie. Je pars, ai-je dit. Je me suis levé, lissant les plis de ma veste. Et je prends ça. J'ai ramassé le contrat de remboursement et l'ai glissé dans mon sac. Assieds-toi, a ordonné mon père, sa voix s'élevant. Nous n'avons pas fini. Si, ai-je dit, ma voix plate et monotone. Nous avons fini. Je suis sorti de la salle à manger sans me retourner. Je pouvais sentir leurs yeux me transpercer le dos, confus et furieux. Cette technique s'appelle la pierre grise. C'est une méthode pour faire face aux narcissiques et aux manipulateurs toxiques. Vous devenez une pierre grise. Vous devenez inintéressant. Vous ne montrez aucune émotion. Vous ne donnez aucun carburant et vous vous rendez totalement ennuyeux jusqu'à ce qu'ils perdent leur intérêt ou leur esprit en essayant de vous provoquer. Pendant des années, j'avais parfaitement joué le rôle de la pierre grise. J'étais la fille ennuyeuse, la fille décevante, celle avec une petite vie. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit et j'ai dépassé la file de voituriers qui amenaient des Porsche et des Mercedes. J'ai marché jusqu'au bout du parking et j'ai déverrouillé ma Honda Civic vieille de 5 ans. Elle avait une bosse sur le pare-choc arrière et des sièges en tissu. Pour mes parents, cette voiture était un symbole de mon échec. Pour moi, c'était le camouflage parfait. C'était une cape d'invisibilité. Je suis monté, j'ai tourné la clé et j'ai conduit vers l'autoroute. Alors que la silhouette de la ville se dessinait, chatoyante de lumière, j'ai senti mes épaules se détendre. Le masque pouvait enfin tomber. Ils pensaient que je rentrais dans un studio pour pleurer sur ma dette. Ils n'avaient aucune idée que je me rendais au siège de l'entité qui possédait désormais leur avenir financier. La pierre grise était sur le point de se fissurer, et ils n'étaient pas prêts pour le diamant à l'intérieur. J'ai garé la Honda dans l'allée étroite derrière la maison en grès brun sur Commonwealth Avenue. Mes parents croient que je loue l'unité 4B, un studio exigu avec des fenêtres qui laissent passer les courants d'air et des tuyaux qui cliquettent. Ils adorent cet appartement. Il correspond à leur récit. Chaque fois qu'ils viennent, ils scrutent la peinture écaillée et les meubles dépareillés avec un air de satisfaction sinistre, leurs yeux criant pratiquement, « Tu vois, elle a besoin de nous ». Ils ne savent pas que je ne paie pas de loyer. J'ai acheté l'immeuble il y a 4 ans par l'intermédiaire d'une fiducie aveugle. Je garde le hall intentionnellement éraflé et les lumières du couloir faibles strictement pour leur bénéfice. C'est du théâtre. J'ai monté les escaliers, déverrouillé la lourde porte en acier et je suis entré. L'air ici était différent, filtré, frais et silencieux. J'ai jeté le contrat de remboursement sur mon bureau en verre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'authentification a nécessité 3 étapes. La biométrie, une clé physique et un code tournant. L'écran s'est allumé, baignant la pièce sombre d'une douce lueur bleue. Mon vrai tableau de bord s'est chargé. Total des actifs sous gestion, 36 060 452 118 $. Mes parents pensent que je suis une analyste débutante parce que je les laisse le penser. Quand j'ai essayé d'expliquer mes recherches sur le trading algorithmique à haute fréquence pendant mes études, mon père m'a dit d'arrêter de jouer aux jeux vidéo et de me concentrer sur la recherche d'un mari. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai construit le Silencé, un modèle d'intelligence artificielle qui prédit la micro-volatilité sur le marché obligataire. Pendant qu'il me faisait la morale sur le prix des lattes, mon code exécutait des milliers de transactions par seconde, récoltant des millions grâce aux inefficacités du marché. J'ai minimisé le portefeuille principal et j'ai ouvert une feuille de calcul séparée. Je l'avais nommé le fonds de retour des parents. C'était l'argent pour lequel ils criaient au dîner. La feuille de calcul était un simple registre à 2 colonnes. À gauche se trouvaient les dates et les montants de chaque prêt qu'ils m'avaient accordé. 500 $ pour des livres, 2000 $ pour une caution, 3000 $ pour la réparation d'urgence de la voiture. Principal total, 24 000 $. À droite se trouvait la valeur actuelle. Solde total, 360 000 $ sur 10 ans. Chaque fois qu'il me remettait un chèque, il l'accompagnait d'une leçon de morale. Fais-le durer, Chloé.
Nous nous sacrifions pour toi, Chloé. Ne gaspille pas ça, Chloé. Je n'en ai jamais dépensé un centime. Pas un seul. J'ai vécu de ramen et d'eau du robinet les premières années pour ne pas avoir à toucher à leur argent. Au lieu de cela, j'ai déposé chaque chèque sur ce compte de trading dédié et j'ai laissé mes algorithmes s'en donner à cœur joie. Pourquoi? À cause du concept de registre émotionnel. En finance, chaque dette porte intérêt. Dans les familles toxiques, les intérêts ne sont pas payés en points de pourcentage. Ils sont payés en culpabilité, en honte et en contrôle. Je savais que si je dépensais leur argent pour un vrai loyer ou de la nourriture, je leur serais redevable pour toujours. J'aurais confirmé leur croyance que j'étais incapable de survivre. J'ai donc traité leur argent comme un passif, pas un actif. Je l'ai investi. Je l'ai fait fructifier. J'ai gardé l'argent, mais j'ai payé les intérêts émotionnels en silence. J'ai enduré les leçons de morale, les regards exaspérés et l'humiliation publique parce que je savais que les mathématiques jouaient en ma faveur. Ce compte n'était pas seulement de l'argent. C'était le prix de leurs doutes. Chaque dollar dans ce solde de 360 000 $ représentait une fois où il m'avait fait me sentir petite. Et maintenant, le compte était arrivé à maturité. J'étais prête à clôturer la position. J'étais sur le point de transférer les fonds sur un compte de holding lorsqu'une notification a retenti, brisant le silence de la pièce. Nouvel email. Priorité haute. Expéditeur, Deborah Mitchell, associé principal, Mitchell & Associates. Sujet, avis de défaut de paiement et intention de poursuivre. Je l'ai ouvert. Ma mère n'avait pas attendu le matin. Elle était allée directement du restaurant à son bureau. L'email était une lettre de mise en demeure formelle me menaçant de me poursuivre pour les 24 000 $ plus des dommages et intérêts si je ne signais pas le contrat de remboursement dans les 48 heures. J'ai fixé l'écran. Il menaçait d'une action en justice, la seule personne sur Terre qui pouvait réellement les sauver. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai senti le clic froid et dur d'une stratégie qui se mettait en place. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Arthur. C'est Chloé, ai-je dit quand il a répondu. Libérez mon emploi du temps pour demain matin. Nous allons liquider un actif. Le lendemain matin, l'assaut a commencé. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin et n'a pas arrêté. Ce n'étaient pas mes parents. Ils étaient trop lâches pour faire le sale boulot eux-mêmes maintenant que des menaces légales étaient sur la table. C'était Ashley. Ma sœur, la directrice de galerie d'art au sourire parfait et à la vie entièrement subventionnée par la dette de nos parents, était maintenant le chien d'attaque désigné. J'ai laissé les 3 premiers appels aller sur la messagerie vocale. Au 4e, j'ai décroché. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix d'Ashley était stridente, dépourvue de son ton habituel de galerie d'art polissée. Maman est anéantie. La tension artérielle de papa est au plus haut. As-tu la moindre idée à quel point tu es égoïste? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur le siège passager de ma Honda alors que je m'engageais sur l'autoroute. Bonjour à toi aussi, Ashley. Ne me sers pas cette attitude calme, Chloé. Tu les as embarrassés au summit. Tu es parti sans payer une facture. J'ai payé la facture, ai-je corrigé, ma voix stable, et j'ai laissé un pourboire de 20%. Ce n'est pas la question. Tu leur as jeté le raid au visage. Ils menacent de te poursuivre, Chloé. Maman est sérieuse. Elle prépare la plainte aujourd'hui. Veux-tu vraiment être poursuivi par ta propre mère pour 24 000 $? Excuse-toi et signe le plan. Ce n'est pas tant d'argent que ça. Il ne s'agit pas de l'argent, ai-je dit, et tu le sais. Avec toi, il s'agit toujours d'argent. Tu agis comme si tu étais au-dessus de tout ça dans ton appartement bon marché avec ta voiture bon marché, mais c'est toi qui causes tout ce drame. Règle ça. J'ai raccroché. C'était comme fermer une position perdante. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer à Ashley qu'elle se disputait pour des miettes alors que la boulangerie était en train de brûler. Je suis arrivé dans le quartier financier 30 minutes plus tard. J'ai garé la Honda dans un parking public à 3 pâtés de maison, les vieilles habitudes ont la vie dure, et j'ai marché jusqu'au gratte-ciel de verre qui abritait mon bureau de gestion de patrimoine familial. Les gardes de sécurité ont hoché la tête à mon passage. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 42e étage. Les portes se sont ouvertes sur un hall minimaliste et élégant qui sentait l'expresso et l'argent.
Arthur m'attendait dans la salle de conférence. Il avait l'avis de défaut de paiement imprimé sur la table. Votre mère a un papier à en-tête agressif, a dit Arthur, en me faisant glisser un café. Il avait 60 ans, était impeccablement habillé, et était la seule figure paternelle que j'ai jamais respectée. Il savait tout. Elle est m'intimider, ai-je dit en prenant une gorgée. Elle pense que je suis une analyste débutante effrayée de 29 ans qui ne peut pas se payer un avocat. Arthur a gloussé. C'est elle que vous pourriez acheter son cabinet avant le déjeuner. Elle pense que je peux à peine m'acheter à déjeuner. J'ai regardé à nouveau la menace. Ils intensifient, Arthur. Ils ne sont pas seulement en colère, ils sont désespérés. Les gens ne poursuivent pas leurs enfants pour 24 000 $ à moins d'avoir une crise de liquidité. Nous avons refusé la demande d'allocation hier soir, m'a rappelé Arthur. Ça a dû être le déclencheur. Exactement. Ils comptaient sur ces 20 000 par mois. Sans cela, ils sont sous l'eau. Je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur la ville. En bas, des milliers de personnes se précipitaient vers des emplois qu'elles détestaient pour payer des dettes qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Mes parents n'étaient pas différents, sauf qu'ils se croyaient des dieux. J'en ai fini, Arthur, ai-je dit en me retournant vers lui. J'ai fini de jouer la belle fille. J'ai fini d'être le filet de sécurité dont ils ignorent l'existence. Me suis assise à la table et j'ai tapoté la surface en verre. Il y a un concept en économie appelé le sophisme des coûts irrécupérables. C'est le comportement irrationnel de continuer à investir dans une entreprise perdante simplement parce que vous y avez déjà investi du temps ou de l'argent. Vous jetez de l'argent par les fenêtres parce que vous ne pouvez pas admettre que vous avez fait une erreur. Arthur a hoché la tête. Et vous pensez que vous êtes le mauvais investissement? Non, ai-je dit froidement. Je pense qu'ils le sont. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être assez bien pour eux, à essayer de les sauver d'eux-mêmes sans froisser leur ego. C'était mon investissement et le rendement a été de 0. En fait, il a été négatif. Ils n'ont pas investi en moi, Arthur. Ils ont couvert leur pari contre moi. Ils ont parié sur mon échec pour pouvoir se sentir supérieurs. Et maintenant que le marché s'est retourné, ils veulent changer leur position. Et repousser la menace légale sur la table. Je liquide l'actif. Arthur s'est redressé, son attitude passant de mentor à employé. Quelles sont vos instructions? Appliquez strictement les règles de la fondation, ai-je ordonné. S'ils postulent à nouveau, refusez. S'ils appellent, renvoyez-les au service juridique. Et, Arthur, sortez le dossier sur le projet Summit. Arthur a fait une pause. La société écran détenant l'hypothèque sur leur domaine. Oui, ai-je dit. Il est temps d'auditer les comptes. Arthur a hoché la tête et a quitté la pièce. Je suis resté seul dans le silence du 42e étage. Ma mère voulait une bataille juridique. Très bien. Elle jouait aux dames dans une salle d'audience. J'étais sur le point de jouer aux échecs avec sa vie. Arthur est revenu dans la salle de conférence 10 minutes plus tard. Il ne tenait plus un café. Il tenait un dossier rouge et son attitude de mentor détendu avait disparu. Il ressemblait au requin qu'il était avant de prendre sa retraite pour gérer mon argent. Nous avons un problème, a-t-il dit en posant le dossier sur la table en verre. Et ce n'est pas le procès contre vous. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, sentant le changement dans l'air. C'est criminel, a-t-il dit simplement. J'ai consulté les journaux de surveillance du projet Summit. C'est la société écran que nous avons utilisée pour acheter le billet hypothécaire en difficulté de vos parents il y a 2 ans. Nous sommes restés assis sur cette dette tranquillement, empêchant la banque d'origine de les saisir. Nous n'avons jamais demandé de paiement. Nous avons juste maintenu la position. Je sais, ai-je dit. Je l'ai autorisé. Eh bien, a poursuivi Arthur en ouvrant le dossier. Il semble que vos parents soient devenus désespérés après que vous ayez refusé l'allocation hier soir. Ils sont allés voir un prêteur local ce matin pour essayer de refinancer le domaine. Ils voulaient retirer 300 000 $ de capitaux propres en espèces. Ils ne peuvent pas refinancer, ai-je dit, confuse. Le projet Summit détient le premier privilège. Aucune banque ne leur prêtera tant que cette dette ne sera pas réglée. Exactement, a dit Arthur. Le nouveau prêteur a effectué une recherche de titres. Ils ont vu la charge de notre société écran.
Ils ont dit à vos parents qu'ils ne pouvaient pas approuver le nouveau prêt à moins que le projet Summit ne lève le privilège. Arthur a fait glisser un document sur la table. C'était une copie numérisée récupérée du système de classement numérique du greffier du comté il y a quelques minutes à peine. Ceci a été déposé à 9 h ce matin, a dit Arthur. J'ai regardé le papier. C'était un certificat de satisfaction et de mainlevée de privilèges. Il déclarait que la dette envers Project Summit Holdings avait été intégralement payée et que le privilège sur le domaine Mitchell était par la présente dissous. Au bas de la page se trouvait une signature. Elle était signée Al Sterling, le nom de mandataire légal d'Arthur pour la société Écran. Mais ce n'était pas la signature d'Arthur. Les boucles étaient trop larges. Les points de pression étaient faux. C'était une tentative de falsification tremblante et arrogante. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était celle de mon père. Ils ont falsifié une mainlevée de privilèges, ai-je murmuré, la réalisation me frappant comme un coup physique. Ils ont fabriqué un faux document pour dire à la nouvelle banque qu'ils ne nous devaient plus d'argent, a clarifié Arthur. Ils ont effacé une dette de 1,2 million de dollars avec une fausse signature pour pouvoir tromper une nouvelle banque afin qu'elle leur donne de l'argent. Chloé, ce n'est pas seulement un mauvais comportement. C'est une fraude bancaire. C'est un crime fédéral. J'ai regardé la signature falsifiée. Mon père était si arrogant, si convaincu de sa propre immunité qu'il croyait pouvoir simplement réécrire la réalité juridique parce qu'il avait besoin d'argent. Il pensait que le projet Summit n'était qu'une entité corporative sans visage qui ne remarquerait rien. Il ne savait pas qu'il falsifiait la signature de sa propre fille. Si nous signalons cela, a dit Arthur doucement, ils vont en prison. Peines minimales obligatoires. J'ai regardé par la fenêtre. La ville semblait plus nette, plus froide. Mes parents n'étaient plus seulement des narcissiques toxiques. Ils étaient des criminels. Et en détenant ce document, j'étais la seule chose qui se tenait entre eux et une mise en examen. Le filet de sécurité avait disparu. Ils l'avaient coupé eux-mêmes. J'ai fermé le dossier. Ma main ne tremblait pas. Ne le signalez pas, ai-je dit. Pas encore. Que voulez-vous faire, a demandé Arthur. Je me suis levé. Organisez une réunion. Appelez le bureau de ma mère. Dites-leur que je suis prête à négocier le contrat de remboursement. Dites-leur que je veux les rencontrer ce soir. Où? Au Summit Club, ai-je dit. La même table. J'ai pris le dossier rouge. Le Summit Club était plus bruyant ce soir-là. Un quatuor de jazz jouait dans un coin, mais le son semblait à des kilomètres. Mes parents étaient déjà assis à la table 14. Ils avaient l'air victorieux. Ma mère avait son visage de négociatrice qui conclut une affaire, l'expression suffisante et détendue qu'elle arborait après avoir démantelé un jeune associé. Mon père versait du vin, ses mains stables, sa falsification apparemment oubliée dans l'afflux d'argent imminent. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais là pour me rendre. J'ai marché jusqu'à la table. Je ne me suis pas assise immédiatement. Eh bien, a dit mon père, sans lever les yeux de son verre. Regardez qui a décidé d'être raisonnable. Assieds-toi, Chloé, a ordonné ma mère en tapotant la chaise à côté d'elle. Nous avons le contrat mis à jour prêt à être signé. Nous avons ajouté une clause pour les frais de justice étant donné les ennuis que tu as causés aujourd'hui. Elle a fait glisser le document agrafé vers mon set de table. Je me suis assise. Je n'ai pas touché leur papier. Au lieu de cela, j'ai posé mon portefeuille en cuir sur la table. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Le soupir de mon père, une expiration théâtrale de patience mise à l'épreuve. Chloé, nous avons fini de jouer. Tu signes ou nous déposons la plainte demain. Et crois-moi, tu ne veux pas de ta mère comme ennemie au tribunal. Je ne pense pas que vous vouliez non plus aller au tribunal, ai-je dit. Est-ce une menace? Ma mère a ri, un son sec et incrédule. Avec quel argent? Le salaire de ton analyste débutante? Non, ai-je dit. Avec ça. J'ai sorti de mon portefeuille et j'ai fait glisser le premier document sur la table. C'était le relevé du fonds de retour des parents. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père en plissant les yeux devant les chiffres. C'est un relevé pour un compte nommé le fonds de retour des parents, ai-je dit. Chaque dollar que vous m'avez prêté pendant 10 ans est là-dedans. Je l'ai tout investi. Le solde est de 360 000 $. Ma mère s'est figée.
Tu as 300 000 $? Oui, ai-je dit, et j'allais vous le rendre jusqu'à hier. Avant qu'il ne puisse traiter cela, j'ai ajouté le deuxième élément, le dossier rouge. Et ceci, ai-je dit, est l'acte de propriété de votre maison. Le visage de mon père est devenu gris. Excuse-moi. Je détiens l'hypothèque, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure qui a traversé la musique de jazz. Il y a 2 ans, lorsque vous étiez menacé de saisie parce que le cabinet de papa battait de l'aile, une société appelée Projet se mit à racheter votre dette. Vous pensiez avoir été sauvé par un miracle administratif. Ce n'était pas le cas. Vous avez été sauvé par moi. Toi, a murmuré ma mère, tu es le Projet Summit. Je suis l'actionnaire silencieuse, ai-je dit. Je suis la donatrice anonyme à laquelle vous avez postulé hier soir pour l'allocation de 20 000 $. Et je suis la propriétaire de la maison dans laquelle vous dormez actuellement. Silence. Un silence absolu et suffocant. L'arrogance s'est écoulée de leur visage comme l'eau d'un verre fissuré. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air vieux. Mais, balbutia mon père, sa voix tremblante. Mais le privilège. Nous. Le refinancement. Je sais, ai-je dit. J'ai posé le document final par-dessus. La copie de la mainlevée de privilèges falsifiée. Je sais que vous avez falsifié la signature ce matin, ai-je dit. Je sais que vous avez commis une fraude bancaire fédérale pour essayer de voler des capitaux propres d'une maison que vous ne possédez pas légalement. Mon père a émis un son semblable à un hoquet d'étouffement. Ma mère, l'avocate de haut vol, a regardé le document et a fermé les yeux. Elle savait exactement ce que ce bout de papier signifiait. Il signifiait la prison. Il signifiait la radiation du barreau. Il signifiait la fin de tout. Chloé, a murmuré ma mère, tendant une main tremblante vers moi. Chloé, s'il te plaît. Nous étions désespérés. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas que c'était moi, ai-je corrigé. Mais vous saviez que c'était un crime. Je me suis penché en avant. Le pouvoir dans la pièce a basculé si violemment que je pouvais presque sentir la pression de l'air chuter. Je n'étais plus la déception. Je n'étais plus l'enfant. J'étais le juge, le jury et le bourreau. Vous m'avez menacé de me poursuivre pour 24 000 $, ai-je dit, ma voix calme, factuelle, létale, alors que je détenais une hypothèque de 1,2 million de $ et la preuve d'un crime. Je me suis levé. Je les ai regardés de haut. Les personnes qui m'avaient fait me sentir petite toute ma vie. Ils étaient terrifiés. Je possède la chaise sur laquelle vous êtes assis, ai-je dit. Je possède le toit sous lequel vous dormez, et en ce moment, je possède votre liberté. J'ai ramassé le document falsifié. Nous avons fini de négocier. Ma mère pleurait doucement, le visage enfoui dans ses mains. Mon père fixait la nappe, son visage de la couleur de la cendre. Ils n'étaient plus les titans de l'industrie ou les piliers de la communauté. Ils étaient des accusés attendant leur sentence. Je n'ai pas offert de mouchoir. J'ai offert un règlement. Voici les termes, ai-je dit, ma voix tranchant à travers les sanglots de ma mère. Je crée une fiducie révocable entre vifs avec effet immédiat. Les 360 000 $ du fonds de retour des parents seront déposés dans cette fiducie. Ils seront convertis en une rente viagère fixe. Mon père a levé les yeux, son regard vitreux. Une rente? Vous recevrez une allocation mensuelle, ai-je continué. Elle couvrira vos courses, vos factures et un style de vie modeste. Vous n'aurez pas accès au principal. Vous ne pourrez pas emprunter dessus. Vous ne pourrez pas l'encaisser. J'ai tapoté l'acte de propriété sur la table. Quant à la maison, je garde le titre de propriété. Vous pourrez continuer à y vivre sans loyer en tant que locataire sans bail, mais le projet Summit en conserve la propriété. Si vous tentez de refinancer à nouveau, ou si vous tentez de contracter une ligne de crédit, je vous expulserai. Et le document, a murmuré mon père en jetant un coup d'œil à la falsification. Je garderai l'original dans un coffre-fort, ai-je dit. Considérez cela comme ma police d'assurance. Tant que vous respecterez les termes de la fiducie, il reste dans l'ombre. Si vous me harcelez, me poursuivez ou essayez de me faire chanter à nouveau, je le remets au procureur de la République. Et Ashley, a demandé faiblement ma mère. Ashley a 34 ans, ai-je dit. Elle est coupée des vivres. À compter de ce soir, elle peut trouver un travail ou apprendre à vivre selon ses moyens.
Elle n'est plus ma responsabilité. Je me suis levé. Je n'ai pas attendu qu'il soit d'accord. Il n'avait aucun levier pour ne pas être d'accord. Je demanderai à Arthur d'envoyer les papiers demain, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis parti. Je les ai laissés assis à la meilleure table du restaurant, entourés par les décombres de leur propre ego. Le service de voiturier attendait, mais je ne suis pas allé à la Honda. J'avais envoyé un texto à Arthur plus tôt pour la faire remorquer. À la place, une berline noire tournait au ralenti au bord du trottoir. Le chauffeur a ouvert la portière et je me suis glissé dans l'intérieur en cuir. À la maison, mademoiselle Mitchell, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Le Penthouse. Nous avons traversé la ville, montant vers la ligne d'horizon. Nous sommes passés devant la maison en grès brun avec la peinture écaillée et les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Nous avons continué à monter jusqu'à atteindre la tour de verre surplombant le port. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur ma vraie maison, 3000 pieds carrés de silence, de verre et d'acier. Je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai affiché la feuille de calcul du fonds de retour des parents. 360 000 $. Le prix de ma liberté. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas coupable. J'ai surligné les lignes, fait un clic droit et sélectionné supprimer. Les chiffres ont disparu. L'écran est devenu vide. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le balcon. Le vent était froid, fouettant mes cheveux sur mon visage, mais je n'ai pas frissonné. En bas, les lumières de la ville brûlaient comme des millions de petites étoiles. Quelque part là-dessous, mes parents apprenaient à vivre petitement. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air fin et pur. Je n'étais plus la pierre grise. Je n'étais plus l'actif caché. J'étais juste Chloé. Et pour la première fois de ma vie, le registre était équilibré. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour la paix. Si vous avez déjà dû jouer le mauvais rôle juste pour vous sauver, aimez cette vidéo.